Je suis Eric Assis, enseignant d'automatisme industriel. Nous avons un drone, un appareil que vous avez certainement vu lors d'un mariage pour faire des captures d'images. Il est également utilisé dans le domaine de l'agriculture pour la cartographie. Il est surtout utilisé aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour détecter et cartographier les zones à risque où la pandémie évolue très rapidement. Nous allons dans ce cours nous intéresser à comment vole un drone et on va particulièrement s'intéresser aux actionneurs qui permettent d'effectuer les différents mouvements du drone. Les moteurs à courant continu sont beaucoup utilisés à cause de la simplicité de leur commande. On les retrouve généralement dans les jouets des enfants ou encore dans beaucoup d'autres équipements qu'on utilise à la maison. Alors dans leur constitution, on a un stator sur lequel un aimant permanent est fixé avec le pôle nord et sud. À l'intérieur, on a un rotor sur lequel des bobines sont fixées. Ces bobines sont alimentées via des balais ou encore des charbons. On voit bien le plus et le moins ici. Alors ces balais envoient le courant dans les bobines en frottant en permanence sur un collecteur. On peut remarquer ici que le collecteur en question est régulièrement usé parce qu'on a un frottement lors du fonctionnement, c'est-à-dire lors de la rotation du rotor. Alors cela réduit la durée de vie du moteur. Cela nécessite beaucoup d'entretien et donc cela pose un problème. C'est une faiblesse donc pour le moteur courant continu. Cela va nous amener à migrer vers l'utilisation des moteurs sans balai, c'est-à-dire des moteurs brushless. Un moteur brushless est constitué d'un stator sur lequel des bobines sont fixées. On a également un rotor qui est constitué d'aimants permanents. Et comme les bobines qu'on alimente ne sont pas fixées sur le rotor, mais plutôt sur le stator, on n'a donc pas besoin de collecteur ni de balai. Dans ces conditions, on n'a pas de frottement des balais, donc on a moins d'usure, on a une meilleure durée de vie, on a une consommation électrique plus faible et un meilleur rendement. Évidemment qu'on a moins d'entretien et cela est un avantage très important. À puissance développée équivalente, un moteur brushless pèse 2 à 3 fois moins lourd qu'un moteur à courant continu. Et dans les systèmes embarqués, le poids est un élément très important puisqu'on recherche des éléments qui ne pèsent pas assez. Alors, mais il faut noter que notre moteur brushless a un inconvénient. Il est beaucoup bruyant que le moteur à courant continu. Il est parfois capricieux au démarrage puisqu'il fait appel à un courant élevé. L'architecture des moteurs brushless est telle que on a toujours un stator fixe constitué de bobines et un rotor qui est constitué d'aimants permanents. Au niveau des bobines qui se trouvent sur le stator, parfois, ils sont montés en étoile, souvent aussi, ils sont montés en triangle. Il faut noter qu'on a toujours 3 fils qui sortent du stator et qui permettent d'alimenter les bobines. Pour certains moteurs, on peut retrouver, en plus des 3 fils, on peut retrouver d'autres fils qui sont en réalité connectés à des capteurs internes et ces capteurs permettent de piloter correctement le moteur. On peut voir par exemple sur nos images ici 2 modèles de moteurs brushless. Le premier modèle, les Outrunner, on remarque que on a un stator qui est fixe et qui est interne et on a un rotor qui est externe et donc qui tourne autour du stator. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir,
on a ici un rotor qui tourne et qui est externe. On peut le voir sur cette image. On a les bobines à l'intérieur, donc c'est fixe. Et puis on a à l'extérieur ici un rotor qui porte les aimants permanents. L'avantage, c'est qu'il offre un couple élevé, mais il a une vitesse de rotation plus faible. Les in-runners, on peut remarquer que, contrairement à ce premier modèle, on a ici un rotor qui est interne, qui est donc à l'intérieur des bobines, qui forment le stator. On le voit sur cette image, le rotor ici, avec les aimants. Et on a le stator qui est externe avec les bobines. Alors, quel est l'avantage? Il tourne très vite. Mais le problème, c'est qu'il offre un couple qui est médiocre. Alors, donc, c'est à vous de faire le choix correct. Soit vous optez pour un out-runner ou bien un in-runner en fonction de vos besoins. Alors, pour faciliter la compréhension sur l'alimentation des phases de notre moteur, on va utiliser un moteur constitué de 3 bobines. En réalité, chacune de ces bobines représente un réseau. Donc, on a ici le réseau des bobines A, donc ici, le réseau des bobines B, donc on a les B ici, ici, le bleu, et le réseau des bobines C, voilà, donc ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un ensemble de transistors pour alimenter ces différentes bobines. Pour le premier exemple, on ferme le Q1 tout en laissant Q2 et Q3. Et de l'autre côté, pendant que Q1 est fermé, on laisse 4 et 6 tout en fermant le 5. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, le courant va traverser le réseau des bobines A et celui des bobines B. Donc, A est connecté au plus de l'alimentation et le B est connecté au moins. Alors, qu'est-ce qui se produit dans le moteur? Le réseau des bobines A attire le rotor. Pendant ce temps, le réseau des bobines B va repousser le rotor. On obtient donc un couple important et on peut le voir sur ce diagramme. Pendant que A est au plus, on a B qui est au moins. Pendant ce temps, le C ici n'est relié à rien, donc il n'est pas alimenté. Dans la deuxième phase, on maintient le A au plus en laissant Q1 fermé. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus alimenter le B, donc on ouvre le Q5 ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est plutôt le C qu'on va mettre au moins. Donc en fermant le Q6 ici, on met le C, donc le réseau des bobines C au moins. Donc dans cette phase, on alimente A et puis C en laissant le A au plus et le C au moins. Pendant ce temps, le B, il n'est pas alimenté, on l'ouvre. Et ainsi de suite. Donc on va, en suivant le diagramme, on comprend tout simplement dans quel ordre les différentes bobines sont alimentées afin de garder le champ magnétique tournant et donc d'entraîner le rotor en rotation. On a donc affaire à un moteur qui est triphasé. C'est pour cela, sur le moteur, vous pouvez voir 3 fils qui sortent du stator. Alors, dans la pratique, pour alimenter successivement les phases de notre moteur, on ne va pas utiliser des transistors. On va plutôt utiliser un module électronique pour faire le même travail que devraient faire ces transistors. Ce module, on l'appelle ESC, Electronic Speed Controller. Il va transformer le courant continu en courant triphasé
à fréquence variable et cela permet d'alimenter successivement les bobines du moteur. Les bobines du moteur. On a ici deux fils qui sont reliés à une batterie, donc une alimentation, et de l'autre côté, le moteur est connecté sur ces trois phases. On a également les fils de commande sur lesquels il faut envoyer un signal permettant de gérer le moteur. Il faut noter que le module, c'est-à-dire l'USC qu'on va utiliser dans notre TP tout à l'heure, il peut gérer jusqu'à un courant de 30 ampères. De ce côté, au niveau du bec, on peut fournir une tension de 5 volts, donc le bec, à partir de l'alimentation d'ici, peut fournir une tension de 5 volts, allant jusqu'à un courant de 1,5 ampères. À l'intérieur, on a un système électronique complexe et qu'on peut voir à travers ce transparent. Alors, comment choisir l'ESC, c'est-à-dire l'ampérage de notre ESC, selon le moteur qu'on veut gérer? Pour choisir un ESC, il faut calculer l'intensité nécessaire au bon fonctionnement du moteur. Par exemple, dans notre cas ici, le moteur qu'on va utiliser, selon le fournisseur, il a un courant au ralenti, c'est-à-dire un courant à vide de 1,8 ampères. Il a également en pleine charge un courant de 18,5 ampères, une puissance de 240 watts, et déjà le fabricant recommande un ESC de 30 ampères ou de 20. Il faut noter que ce moteur peut atteindre un pic allant jusqu'à 22 ampères, donc il peut absorber jusqu'à 22 ampères quand il est en pic. Et bien pour choisir un ESC pour ce moteur avec les caractéristiques ici, il faut faire un petit calcul. On prend simplement la puissance, donc 240 watts ici, et puis sous une tension de 1,1 volt, donc la tension de notre alimentation, donc la batterie, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule le courant que va absorber le moteur. On fait I égale à quoi? La puissance divisée par la tension d'alimentation. On trouve donc 21,62 ampères et les 21,62 ampères nous amènent à comprendre qu'il faut nécessairement un ESC qui est capable de gérer jusqu'à cette intensité. Et donc, dans ces conditions, il vaut mieux choisir un ESC qui fait 30 ampères. En effet, si vous choisissez un ampérage qui est trop faible, cela risque de faire trop chauffer le variateur. C'est-à-dire que si, d'après nos calculs, on a 21 et que vous partez choisir un ESC dont le courant n'atteint pas cette valeur, vous risquez de faire chauffer votre ESC.